Il y a un peu plus d'une semaine que la bombe a éclaté, notre économie est malade. Il n'est pas un citoyen suisse, pas un auditeur ou un lecteur de journaux qui n'ait entendu ou lu ces 10 lettres menaçantes surchauffe. Le 27 janvier, le Conseil fédéral publiait un message composé de 2 projets d'arrêté et de 67 pages d'analyse, duquel il ressortait que l'afflux des capitaux étrangers engendrait en Suisse une activité économique supérieure à nos moyens et entraînait par conséquent un emploi excessif de main-d'œuvre étrangère. Tout ce qui découle de cette situation s'appelle la surchauffe. Notre pays a la fièvre, il faut l'en guérir. Le 4 février 1964, dans le magazine radiophonique Enquête, le journaliste Bernard Laurent relaie l'inquiétude de la Suisse face à son économie qui s'emballe. Ce cri d'alarme s'inscrit dans le contexte de forte croissance économique du pays, entamé dans les années 50, et qui n'a aucunement marqué le pas durant la décennie suivante. Pour assurer les exportations qu'on lui réclame de l'étranger, la Suisse a dû faire appel à de la main-d'œuvre étrangère en masse. Entre 1958 et 1964, le nombre de travailleurs étrangers engagés en Suisse double pratiquement pour atteindre 721 000. À la fin des années 1960, une initiative visant à expulser une partie de ces ouvriers étrangers, utiles à l'économie helvétique, voit le jour. Il s'agit de l'Initiative populaire fédérale contre l'emprise étrangère, dite Initiative Schwarzenbach. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives, intitulé l'Initiative Schwarzenbach, la Suisse face à ses étrangers. Si 1964 constitue un pic de l'emballement de la croissance économique, cette année-là, la Suisse vit également un événement. Le pays inaugure le 30 avril son exposition nationale à Vidi, près de Lausanne. Cette manifestation d'envergure a conduit à entreprendre de vastes travaux. En plus de la construction des pavillons et des infrastructures de l'Expo 64, on ouvre l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne, et la capitale vaudoise est elle-même un vaste chantier. La place Chaudron donne à la ville un aspect de ville éventrée. On y creuse, on y travaille avec la pensée qu'au moment de l'exposition, les voitures se compteront par milliers, par même dizaines de milliers, et que des dizaines de milliers de voitures ensemble dans une même ville, cela crée automatiquement des embouteillages. Pour les éviter, on creuse un tunnel qui pourra dégorger la circulation et absorber, en tout cas à Chaudron, la circulation dans l'axe avenue de Morges, place Saint-François. C'est la première étape. Une étape considérable si l'on en croit les chiffres. Approche du côté ouest, 60 mètres. Approche côté est, 70 mètres. Partie souterraine, le tunnel proprement dit, 230 mètres. Longueur totale de la construction, 360 mètres. La deuxième étape concerne l'axe Saint-François et Chaland uniquement. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Ce sujet de l'émission Carrefour ne le mentionne pas, mais ce sont en majorité des bras étrangers qui œuvrent sur ces gigantesques chantiers. Des ouvriers affluent alors aux frontières ouvertes de la Suisse. 2/3 d'entre eux sont italiens. Fin avril 1964 donc, s'ouvre l'exposition nationale. Lorsqu'il parcourt la voie suisse, colonne névralgique de la manifestation, le visiteur se voit proposer une réflexion sur l'histoire et les valeurs helvétiques. Il s'agit d'un miroir où le pays se confronte à son identité et à ses problèmes, parmi lesquels l'accueil des travailleurs étrangers, sujet abordé par exemple dans un film proposé par le réalisateur Henri Brandt intitulé « Problème ». Ils quittent leur pays chaque printemps pour venir vivre et travailler chez nous. Nous avons besoin d'eux. Ils construisent nos routes, ils bâtissent nos maisons, ils travaillent dans nos usines. Comment les accueillons-nous ?
On peut lire dans nos journaux « Chambre allouée à personnes propres et sérieuses, Italiens exclus. Chambre allouée à jeune homme suisse. Chambre allouée à monsieur sérieux, Suisse. Italiens et Espagnols exclus. Étrangers exclus. Étrangers exclus. Travailleurs étrangers exclus. Ils sont 700 000. Pouvons-nous les tenir à l'écart? Dürfen wir sie aus unserer Gemeinschaft ausschließen? Possiamo escluderli dalla nostra vita. Aux yeux de nombreux citoyens suisses, le meilleur ouvrier étranger est celui qui ne reste pas. Le recrutement des étrangers obéit en effet à un principe de rotation. Pendant des années, les immigrés qui viennent travailler en Suisse ne peuvent que difficilement s'installer durablement sur sol helvétique. Leur autorisation de séjour est limitée dans le temps et ils doivent ensuite repartir dans leur pays avant d'éventuellement revenir en Suisse pour une autre période limitée. On ne se préoccupe pas de leur logement, de leur statut ou de faciliter leur intégration. L'écrivain suisse alémanique Max Frisch constatera d'ailleurs dans une phrase devenue célèbre « Nous avions demandé des bras, ce sont des hommes qui sont venus ». Mais en cette année 1964, l'Italie fait pression sur la Suisse pour conclure un traité d'immigration et améliorer le sort de ses ressortissants travaillant dans notre pays. L'accord, signé le 10 août 1964, prévoit des aménagements importants à l'égard des travailleurs italiens et renforce l'hostilité de beaucoup d'Helvètes. En 1964, les étrangers représentent près de 14% de la population suisse. Et l'immigré, indispensable dans les secteurs économiques du bâtiment, des transports, des industries mécaniques et textiles et de l'hôtellerie, est volontiers rendu responsable par certains des problèmes qui accablent le pays. Manque de logement, pollution, bétonnage du paysage pour créer de nouvelles et nécessaires infrastructures, l'étranger est la cible d'une longue liste de griefs. Écoutez ces opinions recueillies dans la rue par l'émission Continent sans visa, dans une édition consacrée aux travailleurs étrangers. Vous ne les aimez pas, les Italiens? Non, pas du tout. Pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup trop. Ah. Ils prennent davantage que nous, à la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Ce sont des feignants, des incapables et des feignants. J'ai le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Que dans bien des cas, les Italiens ils dominent trop, du reste, c'est un fait trop connu. 3 Italiens ensemble, ils sont les maîtres. Ils chantent et on ne peut pas leur dire de s'arrêter. Chez nous, on accepte tout. Alors, vous voyez déjà, à l'heure actuelle, les Italiens ou autres naturalisés de fraîche date n'ont absolument pas la même mentalité que nous. Et ils feront absolument la masse. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons. L'Italien par lui-même ne dépense pas son argent, monsieur. Si vous allez à la gare de Cornavin, si vous allez sur toutes les places, vous les voyez en groupe, comme nous les voyons en Italie. En Italie, ils sont toujours sur les places, vers l'église, vers les mairies, et là, ils discutent, ils ne dépensent pas. On doit lutter contre l'envahissement. Ils exportent tous leurs capitaux, ou presque tous leurs capitaux à l'étranger, ce qui représente une grosse perte pour nous, puisque on n'en revoit pas un sou. Eh bien moi, oui. Moi, je suis fermement contre. J'ai dit, ils peuvent tous partir. Après cette entrée en matière abrupte, l'émission Continent sans visa reprend un à un différents stéréotypes à l'encontre des étrangers pour les démentir. Le reportage se conclut sur un message d'ouverture. Tolérance, le mot-clé du problème. Si nous avons illustré son contraire, ce n'est pas que la Suisse manque de gens compréhensifs, et ce sont bien ceux-là qui sont dans le vrai. Toutefois, l'important aujourd'hui, c'est qu'ils parviennent, par leur exemple, à désamorcer les réflexes auxquels obéissent les irréductibles de tous bords. Nous serions heureux de les y avoir aidés. Toutefois, le Conseil fédéral a chargé une commission de l'étude du problème de la main-d'œuvre étrangère et le rapport que celle-ci rend en 1964 ajoute de l'huile sur le feu en concluant « La présence de nombreux étrangers sur notre territoire constitue en tout temps un danger latent pour notre État. » Et encore,
la lutte contre la pénétration étrangère constitue actuellement une tâche d'importance nationale. C'est dans ce contexte qu'intervient une première action politique à relent xénophobe. Le Parti démocratique zurichois lance en 1965 une initiative contre l'Überfremdung, terme allemand traduit approximativement par pénétration étrangère excessive. Le texte propose de diminuer de 5% par année le contingent de la main-d'œuvre étrangère. L'initiative est débattue au Parlement et la commission chargée de l'examiner préconise son rejet. L'un des membres de la commission se montre péremptoire au micro de Michel Margot. Monsieur Henri Schmitt, radical genevois, vous vous êtes fait ce matin le porte-parole de la majorité de la commission du Conseil national chargée du préavis de cet objet. Vous préconisez le rejet de l'initiative, tout comme le gouvernement d'ailleurs. Pourquoi? Pour 3 motifs. Pour des motifs d'ordre juridique tout d'abord, d'ordre économique ensuite, et enfin pour des motifs d'ordre de morale générale, d'éthique. Cette initiative sera retirée en 1968. Que pensent les travailleurs étrangers, les premiers concernés, de leur vie en Suisse? Comment voient-ils leur avenir? En 1966, des travailleurs italiens ou espagnols se confient dans l'émission radiophonique Portrait robot. Moi, je me trouve en Suisse depuis 1953. C'est 13 ans que c'est ainsi. Je peux gagner ma vie comme tout le monde. C'est marié, c'est un fille. Pourtant, c'est toute l'espérance d'aller en Italie, mais pourtant, le travail n'est pas là-bas. Et je suis obligé de rester ici. J'ai 25 ans. C'est plus de 50 ans que je travaille en Suisse. Je suis célibataire. J'aime bien rester en Suisse. Je vais me marier ici en Suisse pour rester toujours là. Moi, j'ai 42 années. Je suis à la Suisse depuis 1958. Et puis ma femme, les petits sont à l'Italie. Moi, je travaille toujours pour les petits et puis pour ma femme, pour le renvoyer à l'école, pour le nourrir. Et puis moi, je travaille ici, je travaille et puis je suis bien content. Depuis 10 années que je suis là. Bon, puis j'ai un petit bébé qui est 3 mois. Puis cette année, alors j'entends plus que toutes les années aller en Italie pour faire Noël avec les familles. Dès le début des années 60, les autorités helvétiques songent à réduire l'immigration. Mais dans un premier temps, elles ont confié aux entreprises elles-mêmes la responsabilité de limiter la proportion de la main-d'œuvre étrangère au sein de leurs effectifs. Face à l'échec de cette démarche et sous la pression de la première initiative contre l'Überfremdung, la Confédération édictera des arrêtés successifs visant à stabiliser et limiter le nombre d'immigrés dans le pays. Étienne Piguet, dans son ouvrage « L'immigration en Suisse, 60 ans d'entr'ouverture », explique que ces mesures de plafonnement n'auront pas le succès escompté. En effet, un nombre important de travailleurs suisses qui rejoignent à cette période le secteur tertiaire sont remplacés dans l'industrie par des ouvriers étrangers. À la suite de nouvelles limitations du nombre de travailleurs étrangers par le Conseil fédéral, qui impose des diminutions de 3% de cette main-d'œuvre en 1968, puis de 2% en 1969, et alors qu'une nouvelle initiative se profile, Jean Sorda, de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, réagit dans l'émission Affaires publiques du 12 avril 1969. Les auteurs de cette initiative voudraient que tous les habitants de la Suisse, les vieux Suisses au bras noueux dont nous sommes, se replient sur le réduit national, quitte à faire depuis là rouler des rochers sur les voitures étrangères de passage, comme leurs ancêtres à Morgarten sur les troupes du duc de Habsbourg. Alors vous voyez que c'est un peu primitif comme vision. Et alors, nous sommes dans cette situation d'avoir un Conseil fédéral inquiet parce que nous avons 16% d'étrangers. Mais si le 86% de Suisses n'arrivent pas à faire le contrepoids de 16% d'étrangers, c'est à désespérer de la valeur de résistance morale de la population. Quoi qu'il en soit, les mesures préconisées par le Conseil fédéral ne suffiront pas. La population étrangère ne cesse d'augmenter en Suisse. La confiance des Helvètes à l'égard de l'action du Conseil fédéral s'effrite. Pour nombre d'entre eux, il y a péril en la demeure.
Un homme politique s'empare de ce sujet brûlant. James Schwarzenbach, député de l'Action nationale, un parti de la droite radicale fondé en 1961. James Schwarzenbach, nouveau venu au Conseil national, est le principal artisan d'une initiative intitulée « Contre l'emprise étrangère ». En 1968, la récolte des 50 000 signatures nécessaires débute. L'initiative, munie de 70 000 signatures, est déposée en mai 1969. Une émission télévisée de 1981, intitulée « Les années Schwarzenbach », rappelle les dispositions concrètes prévues par l'initiative. On retiendra de l'initiative les points suivants. La limitation du nombre des étrangers à 10% des citoyens suisses, Genève exceptée. Ce résultat doit être obtenu dans le délai très contraignant de 4 ans. Ne sont pas inclus dans ce pourcentage les saisonniers, ce qui laisse entendre que les initiateurs voient d'un bon œil l'augmentation de la catégorie la plus défavorisée des immigrés. D'autres exceptions sont prévues, parmi lesquelles les frontaliers, les étudiants, le personnel soignant. Aucun citoyen suisse ne peut être congédié aussi longtemps que des étrangers de la même catégorie professionnelle travaillent dans la même entreprise. Enfin, le Conseil fédéral n'a pas le droit d'utiliser la naturalisation pour lutter contre la surpopulation étrangère. James Schwarzenbach est presque seul contre tous. Calme fumeur de pipe, le tribun zurichois est d'apparence modérée et tranquille. Schwarzenbach se décrit à Roland Bailly dans une émission intitulée « Initiative Schwarzenbach, le dossier », diffusée en mai 1970. Qui êtes-vous, monsieur Schwarzenbach? C'est toujours la question la plus difficile à répondre. Qui êtes-vous? Alors, vous voulez demander d'où je viens? Je suis né à Thalwil, fils d'une famille industrielle textile en 1911. J'ai fait mes études dans les lycées, j'ai fait le bachot, j'ai étudié l'histoire et les lettres français, allemand. J'ai fait mes études à Paris et j'ai terminé à Fribourg. Vous avez donc été tout d'abord historien? Historien, oui. Et puis après? Et après la guerre, pendant la guerre, j'ai fait comme tout le monde mon service actif et j'ai été collaborateur de plusieurs journaux. Et après la guerre, en 1947, j'ai commencé ma maison d'édition qui s'appelle Thomas Verlag. En plus, j'ai continué le travail de journaliste. J'ai été pendant 4 ans, j'étais rédacteur en chef de la Zürcher Woche. Et j'étais rédacteur chez le Rheinische Merkur à Cologne, où je m'occupais des affaires étrangères. Et puis j'avais un petit journal à moi qui date depuis longtemps, c'est le Republikaner. Et maintenant, je continue d'être éditeur. Est-ce que pour vous, c'est pas gênant comme étiquette d'être en fait le chef de file d'un mouvement que l'on qualifie souvent de xénophobe? Au contraire, je dois dire, j'ai même une certaine fierté de représenter une partie de notre peuple qui, pour ce problème-là, n'est pas représenté par ses conseillers nationaux. En fait, est-ce que vous êtes vous-même xénophobe ou raciste, comme on le dit souvent? Jamais de la vie. Alors là, je vous assure avec toute sincérité que je n'ai pas des sentiments de xénophobie. Je connais les étrangers et j'ai même des amis étrangers. Mais alors pourquoi cette initiative? Parce qu'il ne s'agit pas de l'individualité de l'étranger, mais il s'agit d'un problème d'un trop grand nombre qui probablement n'est pas assimilable ou qui est difficile à intégrer dans notre société si le nombre est trop élevé. Il s'agit de ça. Partisan d'une Suisse sobre, travailleuse et modeste, Schwarzenbach argumente dans un français parfait. Le Zurichois souligne de supposées incompatibilités entre un mode de vie qui serait helvétique et un autre attribué aux étrangers du Sud. Comme on l'entend dans cet extrait du débat radiophonique Dimanche en liberté, diffusé le 31 mai 1970, avec la réponse de James Schwarzenbach à la question d'une auditrice. Si, Monsieur Schwarzenbach, à propos de la question de Madame Grand sur la difficulté d'assimilation des étrangers. Moi, je suis plutôt de l'avis de Madame
Parce que je crois que ces ouvriers étrangers qui sont chez nous depuis 12 ou plus d'années, ils se sont probablement assimilés. Mais les nouveaux venus, qui viennent surtout du Sud, je ne crois pas que nous avons la possibilité de les assimiler, et je ne crois non plus à la volonté de ces ouvriers de s'assimiler, parce qu'ils viennent ici pour gagner leur pain, et ils ont un rêve, c'est de retourner chez eux le plus vite que possible. Les émissions et les débats à la télévision et à la radio, les conférences publiques se multiplient. L'initiative Schwarzenbach divise l'électorat, comme le dévoile cette interview de rue. Pardon monsieur, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que c'est? Que pensez-vous de l'initiative Schwarzenbach? Elle fera du bien pour les Suisses. Voilà, exactement. Pardon monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative Schwarzenbach? Je suis contre. Pardon monsieur, je peux poser une question? Que pensez-vous de l'initiative Schwarzenbach? Ah, écoutez, moi je suis étranger alors, vous savez. Mais vous y pensez? Ah, bien sûr qu'on y pense. Elle vous inquiète? Ah, pour moi ça n'inquiète pas, j'ai un peu d'établissement, mais je m'en... Pas inquiet. Mais ça, moralement, c'est dégoûtant. Mon opinion, ma foi, ben, effectivement, il y en a un peu trop. Vous êtes pour? Ah ben, je serais plutôt pour. Vous êtes contre? Je suis contre, ouais. Pourquoi? Parce que c'est une initiative raciste. En général, les jeunes sont contre. Qui va au service militaire à ce moment? Qui? Nous? Et puis les autres, les étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'en 1970, le nombre d'étrangers en Suisse se monte à 17,2% de la population, soit 1 million de ressortissants étrangers sur une population de 6 millions d'habitants, la question est débattue surtout sous l'angle économique. Choisira-t-on la prospérité au péril de cette identité helvétique que les tenants de l'initiative estiment menacée? Et la prospérité est-elle vraiment mise en danger par cette initiative? Les opinions sont tranchées. Le journaliste Roland Bailly recueille des interviews de représentants de divers milieux économiques pour l'émission Initiative Schwarzenbach, le dossier. Jean Sorda, de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, s'exprime tout d'abord. Il y aurait une illusion à croire que le standard de vie serait augmenté par le renvoi des étrangers. C'est tout l'inverse. Incontestablement, le standard de vie serait profondément touché et la progression de ce standard de vie serait considérablement ralentie. Il n'y aura de crise que si on la veut. Mais il n'y a pas de raison de penser que les Suisses sont incapables de gérer leurs affaires et de créer une économie qui soit à la mesure de leur main-d'œuvre. Mais il n'y a peut-être pas assez de Suisses. Mais ce n'est pas les Suisses qui manquent, il y a trop de travail. Ce serait un désastre. Ce serait un désastre, ce serait une désorganisation complète. Et du fait de la désorganisation, il y aurait plus, on ne pourrait plus livrer, on aurait trop de retard. La concurrence étrangère prendrait le travail que les Suisses font, enfin que nous faisons en Suisse. Et on risquerait d'avoir un chômage. Et on a déjà passé, j'ai passé une période comme ça, je tiens à la repasser encore une fois. Si les adversaires de l'initiative eux-mêmes admettent aussi qu'il faut contrôler l'augmentation du nombre des étrangers, la solution préconisée par l'initiative Schwarzenbach, trop drastique, est susceptible, selon eux, de provoquer le chaos dans l'industrie helvétique. Les conséquences d'un renvoi massif de la main-d'œuvre étrangère pourraient faire peser un vrai danger sur l'essor économique en Suisse. L'émission radiophonique Dimanche en Liberté propose à James Schwarzenbach et Georges-André Chevalat, syndic de Lausanne et conseiller national radical, de répondre à tour de rôle aux questions des auditeurs et des auditrices. L'une d'entre elles, Madame Fonjala, demande pourquoi empêcher les étrangers de venir en Suisse gagner un peu d'argent avant de repartir chez eux. Pour les étrangers qui sont en Suisse, la plupart, ils viennent pour gagner un peu d'argent pour retourner chez eux. C'est juste, madame. Alors pourquoi alors ça en empêché, puisqu'en somme pour les Suisses, c'est aussi intéressant de le savoir comme travailleurs. Je vous remercie, madame Fonjala, nous avons compris notre question. Il y a le problème qu'il y a de ceux qui viennent pour gagner de l'argent et il y a des autres qu'on attire chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on les cherche. Et c'est ce que nous croyons qu'on devrait une fois cesser de les chercher, parce qu'actuellement, un travailleur étranger, soit un Italien, soit ailleurs, il a des possibilités, des chances de trouver du travail ailleurs en Europe, et il n'y a pas de nécessité, d'après notre point de vue, de l'attirer en Suisse. Vous permettez, madame Fonjala, on va demander à monsieur
Chevalas, ce qu'il en pense? Je crois que nous avons un certain intérêt économique à en maintenir l'effectif en Suisse à son niveau. Sans ça, ils auront des offres extrêmement intéressantes pour les Allemands. L'Allemagne est très intéressée au succès de l'initiative Schwarzenbach. Les pays européens se font concurrence pour attirer la main-d'œuvre étrangère. Et certains craignent que la Suisse se retrouve sans bras et que cela puisse entraîner la faillite d'entreprises, notamment des petites entreprises. Voici un autre moment du même débat radiophonique avec une question d'auditeur, puis les réponses de M. Schwarzenbach, puis de M. Chevalas. Première chose qui vont être touchées, ce sont les petites et moyennes entreprises. Ah non. Qui devront liquider. Il y a certaines petites entreprises qui ont, pour des travaux très très pénibles, uniquement de la main-d'œuvre étrangère, pratiquement, qui ne pourraient pas vivre sans cela, parce que ce sont des travaux. Ça touchera. Ou sans qualification aucune, qui vivent naturellement, qui font partie, disons, de toute l'économie suisse, finalement, qui couleront tout par les 2-3 années qui vont suivre. Monsieur Darblay, c'est une question que vous posez. Permettez qu'on y réponde. On l'a déjà fait d'ailleurs en partie. Ça touchera certainement ces petites entreprises qui ont commencé leurs affaires tout en sachant qu'ils peuvent partir ou qu'ils peuvent débuter qu'en attirant des travailleurs étrangers. Mais nous avons beaucoup de ces petites et moyennes entreprises qui ont un très bon équilibre entre Suisses et étrangers et qui sont nullement gravement touchés par notre initiative. Il y en a sans doute qui ne sont pas touchés par l'initiative de M. Schwarzenbach. Mais l'expérience prouve que ces mesures de freinage conjoncturel frappent d'abord et surtout, il faut bien le dire, les petites et moyennes entreprises. Les grandes, encore une fois, ont assez de souplesse, assez clavier assez large pour pouvoir jouer une autre mélodie et pour pouvoir se tirer d'affaire. En tout cas, se tirer d'affaire quant à leurs capitaux. Certes, une partie de leurs ouvriers resteront sur le pavé, ça c'est une autre question. Qui est au téléphone? Bonjour monsieur, je suis une infirmière et je suis étrangère. Oui, voulez-vous me donner votre nom, madame? Mademoiselle Mazui. Bonjour, mademoiselle Mazui. Bonsoir monsieur. Dites, pourquoi le personnel hospitalier fait-il exception de l'initiative de M. Schwarzenbach, s'il vous plaît? Pourquoi accepte-t-on alors des infirmières étrangères pour soigner des Suisses? Monsieur Schwarzenbach? Parce que nous partons d'un fait réel qu'actuellement dans nos hôpitaux, nous avons beaucoup de personnel étranger et nous trouvons comme, au fond, pour nous les hôpitaux sont aussi des institutions, presque dirais-je, de charité. Alors on ne peut certainement pas les vider et mettre en danger le soin des malades. Oui, je constate que M. Schwarzenbach renvoie allègrement toute une catégorie d'étrangers, mais que ceux qui nous sont tout à fait utiles pour nous soigner dans les hôpitaux et qui nous coûtent moins cher que les autres, ceux-là, il cherche à les garder. Je tiens d'ailleurs à dire que dans son initiative, le paragraphe qui me déplaît le plus, c'est celui où il donne la liste des exceptions. Oui, c'est pour ça que... N'est-ce pas, on voit que M. Schwarzenbach prétend restaurer notre pays dans sa pureté native et originale, mais il accepte quand même une certaine catégorie d'étrangers, ceux qui rapportent et ceux qui travaillent à bon marché. Je trouve que la volonté de pureté, si elle était bien celle de M. Schwarzenbach, devrait permettre aux Suisses de se débrouiller tout seuls aussi dans ces affaires-là, et de gérer eux-mêmes leurs hôpitaux. L'initiative Schwarzenbach prévoit ainsi d'avoir recours à davantage de saisonniers étrangers, une catégorie de travailleurs dont le statut précaire est jugé à ce point indigne que les syndicats réclameront son abolition. Les saisonniers sont autorisés à passer 9 mois par année en Suisse pour y travailler, avant de rentrer chez eux pour 3 mois, même si cette disposition tend à disparaître dans les faits en 1970. Leur permis A ne leur permet pas de faire venir leur famille et leurs conditions de vie sont sommaires. En 1963, l'émission Continent sans visa, intitulée « Pour vivre ici », décrit les logements des saisonniers. Chez nous, beaucoup de gens ne savent pas où logent les travailleurs étrangers. Les plus heureux ont trouvé des chambres chez l'habitant.
Ailleurs, ils habitent de véritables colonies dans des endroits où personne ne soupçonne qu'ils habitent, à l'écart des grandes routes, derrière les usines, loin dans la campagne. Il faut souvent bien chercher pour les trouver et leur rendre visite. On est parfois guidé par un homme portant une grosse valise sur son dos, qui rentre du pays et qui s'arrête tous les 50 mètres. Et il dit « c'est encore plus loin ». Le pavillon des saisonniers s'abrite aussi au pied des grandes constructions, où s'édifient des appartements qu'ils n'habiteront pas. Eux, dans les baraquements, trouvent ce qu'il faut pour exister, ce qu'on a aménagé à leur intention de manière rapide, propre et hygiénique. On y trouve juste ce qu'il faut pour exister. 4 murs, un petit réchaud, un semblant de mobilier, souvent pas d'eau chaude, et cela sur la toile de fond d'un paysage désolé, en dehors du coup d'œil des citadins. L'émission radiophonique Magazine 70 consacrera en octobre 1970 une émission spéciale sur le statut des saisonniers. Le journaliste Francis Bauder interroge quelques personnes dans la rue, dont ce monsieur. Est-ce que vous connaissez la situation actuelle des saisonniers? Oh, ce n'est pas actuel, c'est vieux, c'est depuis le début ça. Voilà, la situation a été mauvaise depuis le début parce qu'on les a considérés depuis le début, chez nous, comme même en Allemagne, je suis allé plusieurs fois là-bas, dans les pays qui nous entourent, on les a considérés comme des machines à fabriquer, à travailler, mais pas comme des gens. Parce que quand on voit la manière qu'ils sont logés par là, c'est une honte. Il y a, ou bien on engage des gens pour travailler chez nous, on leur donne les mêmes conditions que nous avons ici pour nous, ou bien on les laisse chez eux. Vous êtes d'accord? C'est pas normal qu'on... C'est l'esclavage. Monsieur Moruto, un ouvrier italien, président de la commission ouvrière des ateliers des Charmilles, se fait le porte-parole des sentiments de ses compatriotes saisonniers. Qu'est-ce qui choque le plus cette catégorie de travailleurs dans les conditions de vie en Suisse? C'est-à-dire dans leur situation, ce qui les choque surtout, c'est qu'ils se sentent inférieurs au restant de la population. Première chose. Deuxièmement, ils sont seuls et ils ont donc n'ayant pas les enfants, n'ayant pas la famille, ils se sentent un peu comme de la viande humaine, si vous voulez, une bête. Ils en souffrent certainement parce qu'il y a une question d'intégration qui n'arrive pas à s'intégrer. Il y a déjà la question de la langue. Ils n'arrivent jamais à parler le français convenablement. Et en définitive, il y a tout cet isolement, cet effet psychologique qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer surtout. Outre le fait de favoriser le recours aux saisonniers, le contenu de l'initiative Schwarzenbach prévoit de renvoyer dans leur pays ces ouvriers immigrés qu'on avait appelés pour travailler en Suisse. Ce qui ne laisse pas indifférent, comme on l'entend dans ces extraits du Ciné-Journal suisse du 5 mai 1970, soit un mois avant la votation. Le 7 juin, les électeurs suisses seront appelés à se prononcer sur l'initiative dite contre l'emprise étrangère. Depuis quelque temps, dans tout le pays, d'âpres discussions ont lieu, surtout lorsque l'auteur de l'initiative, le conseiller national Schwarzenbach, défend personnellement ses thèses. Le maire de Bienne, M. Stelly, met l'accent sur l'aspect humain du problème. Il rappelle la désormais fameuse phrase de l'écrivain Max Frisch « Nous avions demandé des bras, et ce sont des hommes qui sont venus ». À Genève, un débat a été non moins passionné, d'autant plus que la Suisse serait vidée subitement de près de 300 000 travailleurs. Et moi, je me demande comment on peut aborder le déplacement d'une population aussi importante, qui représente 2 fois la ville de Lausanne, que votre initiative viderait 2 fois, si j'ose m'exprimer ainsi, sans un seul instant penser au problème humain que représente le fait de les avoir fait venir et de les renvoyer ensuite chez eux.
Dans le magazine radiophonique d'information du 6 mars 1970, un face-à-face oppose James Schwarzenbach et Roger Muny, conseiller national vaudois PDC, conseiller municipal et directeur des œuvres sociales de Lausanne, ancien secrétaire syndical. Ce dernier dit tout le mal qu'il pense de l'initiative portée par James Schwarzenbach. Ça me gêne de voir que des Suisses peuvent lancer une initiative comme celle-là. Parce que l'initiative, sur le plan des gens qui sont ici, des Suisses comme des étrangers, c'est une initiative qui dresse les petits contre les petits, les modestes contre les modestes, les ouvriers contre les ouvriers. Et on renvoie chez eux les petits, les simples, les travailleurs. On les a fait venir ici en leur disant, voilà, on a du travail pour vous, nos Suisses ne veulent plus rester dans le bâtiment, dans les fonderies, dans l'hôtellerie, alors on fait appel aux étrangers. Maintenant, vous nous avez rendu service, retournez chez vous, avec vos familles. 200 000 travailleurs qui partiront, mais encore leurs familles, avec les gosses qui sont nés ici, qui ont été dans leurs écoles, qui ont suivi nos écoles, avec nos enfants. Et ça, vous savez, je vous assure, ça me fait mal. Ça me fait mal en tant que Suisse de savoir qu'on utilise, parce que c'est vrai qu'il y a des sentiments de xénophobie dans notre peuple, peut-être en fait les hommes sont ce qu'ils sont, mais on utilise ce sentiment de xénophobie pour en faire un instrument et un levier politique de telle façon qu'on dresse les humbles contre les humbles. Et ça, je vous assure que ça me fait mal. Ça, j'appelle ça, moi, de la xénophobie, vraiment, c'est-à-dire la haine de l'étranger, et j'appelle ça du racisme. Quand j'examine ça, j'ai parfois, et je le dis honnêtement, honte de cette initiative. James Schwarzenbach rétorque. Si M. Muny nous dit que nous dressons les humbles contre les humbles, eh bien, du point de vue chrétien, moi je comprends très bien son attitude. Ce serait un mal de dresser les humbles contre les humbles, mais moi, au contraire, je crois à ce que nous faisons, nous les initiateurs, c'est de nous dresser les humbles qui sont nous contre les forts, qui est notre économie, qui veut diriger tout ce qui se passe dans notre pays et qui profite exactement de cette main-d'œuvre étrangère. Une émission du magazine télévisé Madame TV, datée de 1970, n'hésite pas à poser la question. Sommes-nous tous devenus xénophobes ? Claude Evelyne, la présentatrice, interroge le professeur Villa de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Peut-on dire que la population, une partie de notre population est xénophobe? Je crois, oui. Je crois qu'elle est xénophobe. Elle est xénophobe justement à cause des menaces qu'elle ressent face à cette augmentation assez considérable au cours de ces dernières décennies du nombre des étrangers qui sont venus s'établir en Suisse. Incontestablement, la pénétration étrangère dans notre pays pose des problèmes. Est-ce qu'à votre avis, on peut envisager une solution? Il y a plusieurs solutions qu'on peut envisager, dont une d'ailleurs, la solution proposée par M. Schwarzenbach, mais qui est évidemment une mauvaise solution, car elle fait appel au fond à des forces, à des éléments qui sont en fait des éléments pathologiques. Je pense que la xénophobie peut être considérée comme l'expression pathologique d'une psychologie collective, n'est-ce pas? Comme quelque chose qui ne va pas sur le plan de la psychologie collective. Ce texte politique contre l'emprise étrangère met à mal l'image de la Suisse qui se targue d'une tradition d'accueil, de tolérance et de respect des diversités. Aussi, le Parlement, les partis politiques, à l'exception de l'Action nationale, les milieux économiques, les églises, les médias, se liguent-ils contre l'initiative et appellent le peuple à la rejeter. Les syndicats se trouvent quant à eux dans une position délicate, car les ouvriers suisses se déclarent souvent en faveur du renvoi des étrangers. En essayant de convaincre les travailleurs helvétiques de voter contre Schwarzenbach, les syndicats se retrouvent dans le même camp que le patronat, un positionnement difficile pour eux. En définitive, le débat politique autour de l'initiative contre l'emprise étrangère aura été vif. James Schwarzenbach affirmera ainsi avoir participé durant l'année 1970 à plus de 100 conférences contradictoires. Selon lui, il s'agissait de la meilleure propagande pour l'initiative. Plus l'heure de la votation approche, plus la tension monte. Les derniers éditoriaux dans la presse en appellent à la conscience des citoyens pour rejeter l'initiative.
Entre mai et juin 1970, aucun éditorial ne se prononce en faveur de l'initiative, selon l'analyse du professeur en sociologie, communication et médias, Uli Windisch, dans son ouvrage « Suisse immigrée, 40 ans de débat, 1960-2001 ». Dans une injonction à déposer un non dans les urnes, parue dans le Journal de Genève le 3 juin 1970 sous la plume du journaliste Bernard Béguin, cette interrogation « Comment voter pour rester suisse ?» se conclut sur ces mots. Nous refusons d'être la génération qui aura eu honte, qui aura eu peur, honte du progrès et peur de l'avenir. Voter oui, c'est renier tout un passé d'audace et de fraternité. Voter non, c'est rester suisse. Les adversaires de l'initiative retiennent leur souffle. La décision du peuple demeure incertaine. La votation du 7 juin 1970 voit une mobilisation sans précédent des citoyens suisses. Les hommes se rendent en masse aux urnes. Les femmes n'ont pas encore obtenu le droit de vote au niveau fédéral. Le taux de participation à ce scrutin atteint près de 75%, l'un des plus élevés encore à ce jour. Le résultat tombe. L'initiative populaire fédérale contre l'emprise étrangère est rejetée par 54% des votants. La presse helvétique, tout comme la presse étrangère, se félicite de ce refus populaire. Sur les ondes de la radio suisse romande, le journaliste Pierre Béguin délivre, lui, un commentaire en demi-teinte. Il n'y a qu'une conclusion à tirer. Une proposition a été faite, elle a été écartée, mais le vote est tel que nous savons mieux que jamais combien de problèmes importants, des problèmes graves aussi, attendent leur solution. Quant à l'image que la Suisse offre au monde, elle n'est pas durablement ou essentiellement ternie par l'événement, mais vous tomberez d'accord avec moi qu'elle ne s'est pas non plus enrichie de couleurs très brillantes et très rayonnantes. 46% des votants ont tout de même dit oui à l'initiative défendue par James Schwarzenbach, pour qui ce résultat constitue d'ailleurs une victoire personnelle. La Suisse s'est vue bien près d'expulser quelques 300 000 personnes. Par la suite, le Conseil fédéral continuera d'adopter des mesures strictes pour plafonner le nombre d'étrangers en Suisse. De nouvelles initiatives anti-étrangers seront remises sur le tapis les années suivantes. La troisième initiative déposée à nouveau par James Schwarzenbach en 1974 propose de limiter le pourcentage d'étrangers à 12,5% de la population de la Suisse. Elle est rejetée. Il faut dire que le choc pétrolier intervenu l'année précédente a réduit le besoin de recourir à des travailleurs étrangers, pour la plupart des Italiens et des Espagnols. La thématique de la surpopulation étrangère reste pourtant ancrée dans le débat politique helvétique. Une quatrième initiative est soumise aux citoyens en 1977. Elle est balayée par 70,5% des votants. En décembre 1988 et septembre 2000, les Suisses refuseront dans les urnes 2 nouvelles initiatives visant à limiter le nombre d'étrangers dans leur pays. En 2014, l'Union démocratique du centre, l'UDC, parti de droite nationaliste, lance une initiative contre l'immigration de masse. Ce projet est, lui, accepté à une courte majorité en votation populaire et a pour conséquence la remise en cause de l'accord de libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne. En 2020, l'UDC porte aux urnes une initiative intitulée « Pour une immigration modérée », un texte rejeté cette fois par le peuple suisse. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Marielle Rezzonico, réalisé par John Hasselbacher, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard. Si vous avez aimé cet épisode de 1001 archives, nous vous recommandons celui consacré à l'affaire des mirages.
Mille et une archives, c'est un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel.